La notion d'écosystème, elle est inhérente maintenant à l'organisation que j'ai voulu du marché intérieur. Lorsque j'ai rejoint la commission, le marché intérieur était organisé en secteurs, en grands secteurs et essentiellement ce qu'on entendait le plus, c'était évidemment les grands acteurs et tous ceux qui constituent, je dirais, font les forces vives de ces secteurs, c'est-à-dire les sous-traitants, les centres universitaires, académiques, de recherche étaient un peu oubliés. Donc, on a réorganisé l'ensemble du marché intérieur, d'une façon générale en écosystèmes, 14 grands écosystèmes, pour intégrer précisément tous les acteurs, dans un domaine donné. C'est vrai évidemment en particulier dans le numérique. Les systèmes évidemment, ils sont finalement constitués de ce qu'on peut appeler les parties prenantes, stakeholders, mais au sens large. Et donc dans ce contexte évidemment, en fonction je dirais de la finalité, bah, il y a des appréciations, différentes, lorsque l'on parle de notre, autonomie, sécurité d'approvisionnement, de notre indépendance, et donc il faut évidemment, rentrer dans le détail pour répondre, à votre question. Une fois qu'on a dit ça, puisque vous parlez de technologie, et que c'est le sujet évidemment ça a été le sujet toute la journée qui vous a réunis, bien entendu, quand on parle de technologie, notamment de technologie de l'information, on parle de données. Et donc, il faut parler des écosystèmes qui structurent, la donnée. Je vais les qualifier en 2 grandes catégories. Donc vous avez d'une part évidemment l'espace informationnel, l'espace de ces données, donc qui était jusqu'à présent très fragmenté. Donc j'ai voulu, dès que je suis arrivé à la commission, enfin nous donner la profondeur du marché, du marché de la donnée. On est le premier marché au monde, du monde libre, on va dire, si on peut le qualifier comme ça, mais de plus en plus, je pense que ça va être un qualificatif qui va prendre de plus en plus d'importance. On est 1,5 fois plus gros que les États-Unis, hein, puisque on est 445 millions d'habitants. Et donc de eyeball, si on peut dire, de consommateurs, d'utilisateurs, contre 310 aux États-Unis. Donc on est le plus gros marché, et donc c'est normal que du coup on intéresse, y compris les Américains. Mais pour nous, effectivement, il fallait qu'on soit de plus en plus unifié. Et ça a été tout le travail qu'on a fait, en particulier avec le DSA et le DMA, où on s'est donné des règles, même partout désormais, sans frontières, sans discrimination de pays, applicables à tout instant, en tout point de l'Union, de façon à nous redonner cette profondeur. C'est vrai aussi dans tout ce que j'ai fait avec le Data Act, le AI Act, donc tous ces actes législatifs ont pour une seule et je dirais vocation, c'est de créer vraiment un marché de la donnée, des données organisées, structurées, selon nos règles, du reste, hein, c'est le SA et le DMA pour les disons de la vie en société, si je les résume. Et elles s'appliquent à tout le monde. Elles ont pour vocation aussi de libérer, je dirais, ce formidable potentiel que doit représenter notre marché unique de l'espace informationnel, qui a été, je le rappelle, le vrai bras de levier, hein, pour créer les plateformes. Ce n'était pas des innovations technologiques qui ont été à la base des grandes plateformes, c'était le marché américain. Du reste, un jeune qui quittait une première année de collège pouvait créer un Facebook. C'était parce que c'était pas... Bien sûr que c'était important, c'était très novateur, il fallait avoir un vrai sens du marketing. C'était pas, comme on dit dans notre jargon d'ingénieur, de la rocket science technologique. C'était bénéficier immédiatement, avec une approche marketing intelligente, d'un marché qui est un marché unique. Donc voilà, on vient de donner maintenant cette profondeur au marché unique de l'espace informationnel, et c'est très important. Mais là, évidemment, on touche ensuite à des données qui peuvent être importantes pour nous, qui peuvent être stratégiques, qu'on ne veut pas partager, sur lesquelles on veut avoir notre propre contrôle, et c'est effectivement tout ce qu'on a fait dans la discrimination de ce qu'on peut porter dans le Data Governance Act et ce qu'on va faire aussi dans le Data Act. Deuxième point, il y a effectivement tout ce qui concerne l'infrastructure, parce que voilà, cet espace informationnel, il est évidemment supporté par une infrastructure, et donc c'est dans ces infrastructures, vous les avez citées, hein, évidemment, c'est toutes les infrastructures de télécommunication, quelles qu'elles soient, que ce soit la fibre, que ce soit la 5G, le Beyond 5G, bien entendu toutes les infrastructures de puissance de calcul, bien entendu toutes les infrastructures de cloud, de edge, voilà. Donc là ensuite, on réfléchit maintenant évidemment à ces infrastructures. Qu'est-ce qui supporte cet espace informationnel, y compris dans sa
capacité. Et c'est dans ce contexte que vous savez que je porte une proposition de duplication de nos infrastructures terrestres par un réseau satellitaire en orbite basse, entre autres, hein, pour avoir cette capacité de duplication, mais aussi de services complémentaires, notamment en utilisant de la cryptologie quantique. Donc tous ces aspects-là sont, eux, traités de façon différente et avec des niveaux effectivement de sécurité donc qui sont différents, pour lesquels on peut, pour certains, évidemment, accueillir tout le monde, pour d'autres, sur lesquels il faut qu'on ait des critères un peu plus sélectifs en ce qui concerne la sécurisation de ce que l'on veut pour l'Union européenne. On est un continent, on a aussi nos contraintes et on a aussi nos obligations vis-à-vis de nos utilisateurs en matière de sécurité. Et les lois qui doivent s'appliquer, évidemment, sur nos données, sur nos infrastructures, ne peuvent être et ne doivent être que des lois européennes et pas des lois extraterritoriales. Donc c'est dans ce contexte, évidemment, qu'il faut être un peu plus discriminant et qu'on fait la distinction, comme on l'a fait par exemple pour le fonds de défense ou comme on le fait dans la 5G Toolbox. On sait faire la distinction entre ceux qui peuvent venir travailler avec nous, et tout le monde peut venir travailler avec nous, évidemment, en Europe, mais il y a des conditions désormais, c'est mon travail que de les mettre, que de les rendre claires, précises, applicables et compréhensibles par tous, et ces conditions, bien évidemment, elles sont différentes en fonction de la nature des usages. C'est pas exactement ce que la Commission européenne a dit. Si la Commission européenne parle sur ces thèmes, je crois que c'est moi qui en parle, puisque c'est dans mon portefeuille en ce qui concerne notamment donc les aspects numériques, puisque je suis le commissaire au numérique. Donc non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait que on se pose la question désormais précisément de ces infrastructures. Vous savez, on a une régulation, une réglementation qui datait pour l'espace informationnel, si je puis dire, de 2000. Hein, c'était quasiment la directive e-commerce. Et on a mis 25 ans pour la moderniser avec le DSA et le DMA. C'est pareil pour la régulation qui a porté, je dirais, cet espace informationnel. Elle a aussi pratiquement un quart de siècle. Elle date du moment où les seuls opérateurs de télécommunications, finalement, ils déroulaient des fils de cuivre, et on était porté essentiellement par du cuivre, qui était évidemment la propriété des grands incumbents, comme on dit, des grands opérateurs qui étaient bien souvent issus eux-mêmes d'opérateurs nationaux, voire de direction générale d'administration centrale. Et donc, il a fallu rouvrir ce marché, il a fallu faire du dégroupage, mais on est parti évidemment sur une technologie qui était du cuivre au début, puis après ça, évidemment, la mobilité, du GSM et puis du satellite. Mais au fond, on a une régulation qui date un peu. Donc, il faut se poser la question de quel type d'infrastructure il nous faut pour les 20 prochaines années, pour supporter l'espace informationnel dont je viens de dire quelques mots, à un moment où on a évidemment des technologies nouvelles pour précisément structurer notre espace informationnel, et évidemment se poser les questions de qui doit payer quoi et comment, mais d'une façon très générale, pas uniquement pour cibler tel ou tel acteur. Il faut se poser cette question, et c'est tout le travail que j'ai engagé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le redis, la régulation même du secteur des télécoms, elle a 25 ans. Il n'est pas inutile de se poser la question de savoir qu'est-ce qui marche bien, est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça n'a pas bien marché, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut corriger. C'est le rôle évidemment d'un régulateur et d'une autorité politique que nous sommes et que je suis, moi, de se poser cette question, avec évidemment l'ensemble des parties prenantes, comme je l'ai fait pour l'espace informationnel et comme je l'ai fait pour le DSA et pour le DMA, avec 3000 contributions. Puis après ça, on a fait notre proposition, on a pris nos responsabilités, on est allé de l'avant avec les co-législateurs. Voilà, j'enclenche donc cette démarche pour laquelle, évidemment, la juste rémunération des GAFA, de la bande passante, puisque c'est la question que vous posez, n'est que l'un des aspects des choses. L'Union européenne, on est un continent et on met des règles. Et ces règles, elles sont faites pour être appliquées. On force personne à venir chez nous. Hein. On est le premier marché du monde numérique, très bien, mais on ne force personne. On accueille, évidemment. Mais notre rôle, et mon rôle à moi, c'est d'expliquer quelles sont nos règles. Parce que ceux qui vont venir désormais sur notre marché unique informationnel, digital, numérique, ils devront appliquer ces règles. Et elles sont appliquées. Et s'ils ne les appliquent pas, ils seront sanctionnés. C'est comme partout dans le monde, hein, quand il y a des règles. C'est une loi. Hein. C'est une loi. Ce n'est pas des règles, c'est une loi.
Elle a été votée par nos co-législateurs, c'est-à-dire par le peuple européen, représenté au Parlement, et par les États européens, représentés par le Conseil. C'est donc une loi. Elle s'applique à tous, sans discrimination. Et ceux qui ne la respectent pas seront évidemment sanctionnés, c'est normal, parce qu'ils bénéficieraient d'un avantage par rapport à ceux qui la respectent. Ils seront tous à la respecter. Donc notre rôle à nous, et le mien, c'est de bien faire comprendre quelle est désormais cette loi qui va s'appliquer à tous, à partir du moment où on veut bénéficier du marché européen. Si on ne veut pas y bénéficier, si on ne veut pas les appliquer, on n'y rentre pas, c'est aussi simple que ça. Mais si on veut y participer, mon rôle, c'est de bien faire comprendre quelles sont ces règles. C'est dans ce contexte que, comme Elon Musk, puisque vous faites référence à ma visite il y a quelques jours ou quelques semaines à Austin, au Texas, j'avais un certain nombre d'entretiens, j'en ai profité pour voir effectivement Elon Musk, qui venait d'annoncer son intérêt pour Twitter. Et j'ai estimé que c'était tout simplement mon rôle de lui dire mais bienvenue, mais sauf que voilà nos règles qui sont maintenant très claires. Alors il se trouve que nos règles intègrent un nombre très important de ses préoccupations, visiblement, et de ce qu'il souhaite faire de Twitter. Ça tombe bien, parce que de toute façon, il faudra de toute façon que Twitter, comme tous les autres, qui sont des plateformes dites systémiques, s'y adapte et modifie en termes de modération, en termes de contrôle, en termes de préservation de la parole, ce qui est très important, de la parole libre, mais de faire en sorte que tout ce qui est interdit dans l'espace physique le soit aussi dans l'espace numérique, et réciproquement, bien sûr, que tout ce qui est autorisé dans l'espace physique le soit dans l'espace numérique. C'est vrai aussi que je m'étais exprimé du reste moi-même lors des événements dits du Capitol Hill en janvier 2020, hein, lorsque on avait eu, on s'en souvient, ces événements assez tragiques, il faut dire les choses comme elles sont, hein, et que du coup Twitter avait décidé unilatéralement d'interdire l'usage de son réseau au président des États-Unis, quel que soit du reste ce qu'on peut penser du président des États-Unis à l'époque, de ce qu'il disait. Moi, j'ai dit que ça me semblait pas normal qu'on puisse comme ça bannir quelqu'un sans autre forme de procès, uniquement sur la décision d'un directeur général ou d'un conseil d'administration, et qu'il fallait aussi peut-être avoir des procédures un peu plus calibrées, sous contrôle démocratique. Donc, vous voyez, finalement, je l'avais dit il y a quelques mois, il rejoint aussi cette préoccupation. Donc, c'est dans ce contexte, c'est-à-dire qu'il a dit, mais moi, tout ce qu'a fait la Commission européenne me va très bien pour Twitter. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'il devra appliquer si jamais il achète Twitter, on ne sait pas, on verra, s'il veut continuer à offrir les services de Twitter en Europe et bénéficier du marché européen. Et j'ai aucun doute, hein, tous les grands acteurs vont le faire. Parce que c'est leur rôle, parce qu'on est le premier marché au monde. Ils le feront sans doute ensuite dans d'autres marchés un peu moins importants, comme le marché américain par exemple, ou d'autres, puisqu'encore une fois, ils vont être obligés de le faire en Europe. C'est leur premier marché, donc ils vont évidemment s'y adapter. Et pour répondre à votre question en ce qui concerne le contrôle, j'ai estimé que, comme pour les télécoms, je connais un petit peu le secteur, comme vous savez, à cause de mes vies antérieures, et donc j'ai estimé qu'il n'était pas anormal que les grandes plateformes contribuent effectivement, je dirais, au financement des moyens qu'on va être appelés à mettre en œuvre pour précisément vérifier, contrôler que chacun qui bénéficie du marché intérieur européen applique les règles qui sont désormais les nôtres par la volonté, encore une fois, de nos co-législateurs et du peuple européen souverain. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ils vont les grandes plateformes vont donc, pour bénéficier du marché européen, devoir s'acquitter d'une redevance de l'ordre de maximum de 0,05% du chiffre d'affaires, et que ce montant sera intégralement destiné à permettre de constituer le financement des équipes importantes que je suis en train de constituer. Ce sont des data scientists, ce sont la plupart des PhD, des ingénieurs de très haut niveau, hein, qui connaissent très bien l'intelligence artificielle, puisqu'on va devoir, on aura la possibilité, on va le faire, de faire des contrôles, soit de façon programmée, soit de façon inopinée, donc des algorithmes pour vérifier que leurs algorithmes, les algorithmes qui sont un grand sujet du reste, sont bien conformes à notre loi. Donc on va avoir plus de 150 spécialistes de très haut niveau qui vont donc contrôler ces quelques plateformes. On pourra le faire, évidemment, on aura largement les moyens de le faire, et financier donc par les mécanismes que je viens de vous décrire, et aussi humain, parce qu'on a vraiment, je suis très impressionné par le nombre
d'ingénieurs, de scientifiques qui veulent désormais venir servir l'intérêt général sur un projet comme celui-ci. Donc on n'aura pas trop de soucis pour les recruter, on n'aura pas de soucis non plus pour le financement de toute cette équipe. Et c'est vrai que quand on est jeune ou moins jeune, c'est très motivant de travailler pour l'intérêt général dans ces domaines-là. Et souvent, du reste, on voit ceux qui ont travaillé avant, veulent donner un autre sens peut-être à leur vie, veulent revenir ensuite travailler dans l'intérêt général. Donc on aura évidemment et les moyens et les modes de financement pour tout simplement exercer les contrôles qu'on doit exercer dans tout espace régulé. D'abord, vous avez raison de le dire, on vit un moment évidemment, la guerre en Ukraine a fait prendre conscience, et personnellement, vous connaissez mon point de vue sur ce sujet. Je suis un avocat depuis longtemps de la nécessité des États membres d'augmenter leur défense, hein. Je le disais bien avant que je sois commissaire du reste européen, donc, et notamment que chacun consacre un minimum de 2% de son produit intérieur brut à la défense, comme c'est du reste clairement demandé par tous les membres de l'OTAN et désormais, et notamment avec l'adhésion programmée de la Finlande et de la Suède. La quasi-totalité des pays de l'Union vont être membres de l'OTAN, donc évidemment, il faudra qu'ils respectent cette règle de 2%, et s'ils le respectent tous comme ils en ont manifesté l'intention, ça veut dire, comme vous l'avez rappelé à l'instant, entre 60 et 70 milliards d'euros de plus d'investissement par an. Évidemment, moi, commissaire en charge des affaires de défense à la Commission, mon objectif, mais aussi mon rôle, si on peut dire, c'est de faire en sorte que ces montants soient de plus en plus utilisés pour mutualiser nos efforts, de façon à rendre plus efficace cette dépense, de façon coopérative, mais aussi que ça bénéficie à l'industrie européenne, et notamment l'industrie européenne de l'armement. Donc, on avait déjà commencé à travailler, à réfléchir sur cette question et à y travailler avec le Fonds européen de défense, donc qui mutualise effectivement nos efforts en amont, donc de recherche, et qui donne à la Commission et donc à moi-même qui en suis responsable avec mes équipes de la DG Défi, donc la responsabilité de sélectionner un certain nombre de projets en amont, selon des critères qui sont conformes évidemment à notre boussole stratégique, et qui, pour pouvoir être éligibles à un cofinancement en amont de la Commission, donc doivent remplir un certain nombre de critères d'autonomie, d'indépendance, mais aussi de nombre de pays minimum pour éviter que ce soit un seul pays qui en bénéficie, d'avoir aussi des grandes mais des petites ou moyennes entreprises. Et donc, ça connaît un formidable succès, ça fonctionne bien. Donc, on a créé cet incentive, on va dire, à travailler ensemble. Et la Commission donc, a ce bras de levier de pouvoir mettre de l'argent en amont pour encourager le travail et les recherches en commun. Et ça fonctionne très bien. Le deuxième volet, évidemment, maintenant, c'est que pour que ça soit vraiment je dirais, cette mutualisation fonctionne bien, c'est la deuxième jambe, c'est évidemment de pouvoir aussi acheter des équipements d'infrastructures, des munitions, enfin tout ce qu'on ensemble. Alors c'est pas la Commission qui va l'acheter, hein, le traité ne lui permet pas, mais la Commission, comme pour le Fonds européen de défense, a la capacité donc d'avoir un bras de levier, un incentive comme on dit, pour faire en sorte que les États travaillent ensemble. Et c'est dans cet esprit que c'est ce qui a été proposé au Conseil européen de début de semaine, donc sur proposition évidemment de la Commission, proposition française qui assure la présidence de l'Union et qui a été acceptée par l'ensemble des 27. C'est très important, c'est un pas très important puisque donc on va faire exactement comme on avait fait pour le Fonds européen de défense. On va avoir un pilote, donc où on définit un certain nombre de projets d'achat en commun. On va pouvoir mettre de l'argent donc pour donner un incentive, une volonté de travailler ensemble et d'acheter en commun. Et donc, c'est le deuxième volet. Puis on verra ensuite si ça marche bien, mais j'ai aucun doute que ça marchera bien, comment on pourra augmenter effectivement cette capacité de mutualisation ensemble pour que les États ensuite puissent acheter les équipements dont ils ont besoin, mais avec cette forte incitation de le faire en commun. Alors ensuite, est-ce qu'il faut faire une DARPA ou pas? Oui, alors c'est un peu les yaka faucons. Alors j'entends
toujours des structures de lobby qui vont vous proposer des systèmes qu'on connaît très bien par ailleurs, hein. Voilà, donc je crois que tout le monde, on a des services qui sont très compétents, très éclairés, on voit bien tout ça. C'est pas les idées qu'il faut, c'est évidemment l'exécution, hein. Les idées, elles sont là. L'exécution, c'est ce qu'il faut, c'est l'Europe. L'Europe, c'est de l'exécution. Et je pense que le fait de progresser, vous savez, l'Europe de la défense, il faut le faire étape par étape, hein. C'était évidemment des responsables, c'est toujours des responsabilités des États membres, c'est important que ça le demeure, mais il faut trouver les moyens d'avoir une volonté de travailler ensemble. On l'a fait maintenant en mutualisant nos efforts, notre volonté, notre capacité à faire des efforts de recherche en commun. C'est vrai pour le drone, c'est vrai pour l'avion, c'est vrai pour le maritime, c'est vrai pour le cyber, donc avec le Fonds européen de défense. On le fait maintenant, c'est le deuxième volet qui nous manquait sur les achats en commun. Donc ça avance dans le bon sens. Mais l'Europe, c'est une dynamique qui avance. Et c'est pas une structure complémentaire, supplémentaire qui va régler les problèmes. Notre problème, c'est pas notre problème, c'est notre démocratie. Elle est comme ça. C'est notre démocratie continentale. C'est évidemment de trouver les moyens de faire avancer les choses ensemble. L'Europe, c'est pas les États-Unis d'Amérique. L'Europe, c'est ce que nous sommes. Et du reste, l'Europe, je tiens à le dire, c'est aujourd'hui, en nombre en tout cas, la première démocratie du monde, de façon très claire. 450 millions d'habitants. Il faut qu'on en soit conscient, on en est conscient. Peut-être aussi dans les... Ça, c'est sur le côté, je dirais, quantitatif. Peut-être aussi sur le côté qualitatif. Bien sûr, c'est pas parfait. Bien sûr, la démocratie, c'est un combat. Mais beaucoup se posent la question aujourd'hui, est-ce que c'est l'Europe qui est maintenant qui est le leader, le gardien du monde démocratique, ou est-ce que c'est encore les États-Unis? La question se pose aussi. Elle se pose pour beaucoup aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc, on doit être aussi conscient de cet état de fait, mais aussi de cette responsabilité qui est la nôtre. D'abord, je me garderais bien de faire des recommandations, chacun dans son rôle, et que ce soit les chefs d'entreprise, les responsables de laboratoire, les chercheurs, les professeurs, ils savent parfaitement, ils sont dans leur rôle, et moi dans le mien, donc je ne vais pas leur donner de conseils. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on ait cette conscience collective. Cette conscience collective, c'est que, je crois que c'est important de la partager. Si on la partage, chacun saura jouer son rôle. Chacun devra jouer son rôle. Et c'est pas aux uns à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et dans cette conscience collective, c'est que le monde dans lequel nous sommes désormais, c'est pas le monde qui est devant nous, c'est le monde dans lequel nous sommes, est un monde qui est très violent, très fragmenté, qui est continental. Et évidemment, il faut d'abord le prendre comme un état de fait qui va durer. On a cette chance, nous, d'avoir un projet qui est le projet de notre construction, qui est comme tout projet, qui est un projet qui est en mouvement, qui est en dynamique. C'est une chance formidable, parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on sait où aller. Alors, est-ce qu'on va assez vite? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, on a cette dynamique qui est engagée. Et finalement, tout le rôle, par exemple, de la Commission des institutions européennes, c'est de la préserver. Mon rôle à moi, c'est de la nourrir, un peu, de mettre l'énergie pour continuer à ce qu'elle aille de l'avant. Et dans cette dynamique, effectivement, on voit bien, et notamment on l'a vu avec ce qui s'est passé sur la crise de Covid, ce qui se passe maintenant sur la guerre en Ukraine, il faut se redonner les moyens. J'aime pas le terme réinventer, mais se redonner les moyens de continuer à ce que chacun puisse faire son travail où il est. Les chefs d'entreprise le leur, les chercheurs le leur, les régulateurs ou les politiques le leur. Dans ce que j'appelle une nouvelle géopolitique qui se dessine. C'est la nouvelle géopolitique notamment des chaînes de valeur, des supply chains. Alors on dit, il suffit il faudrait peut-être réimpatrier des usines, etc. On oublie qu'une usine, c'est le dernier maillon de la chaîne, qu'entre-temps, il y a des tas de choses. Donc on ne peut pas rapatrier toute une chaîne de valeur. Donc c'est bien, effectivement, on va effectivement reproduire peut-être plus près des consommateurs. Oui, sans doute. Mais c'est pas parce qu'on remet une usine de batterie en Europe, c'est formidable, on le fait. Mais que du coup, on a réglé le problème, parce que derrière, il y a le lithium, derrière, il y a le nickel, derrière, il y a le silicone graphite, derrière, il y a des tas de composants qui composent tous ces éléments et qui ne sont pas fabriqués ni produits en Europe. Donc, il faut aussi... Et on ne peut pas réimpatrier toute la chaîne de valeur. Donc, on voit bien qu'il y a cette nouvelle géopolitique de chaîne de valeur qu'il faut recréer. Dans une géopolitique de chaîne de valeur, c'est quoi la géopolitique? C'est des rapports de force. Et donc, il faut recréer des nouveaux rapports de force. Et des rapports de force, évidemment, par rapport à ce que nous sommes. On est le premier continent
en matière, je le disais tout à l'heure, numérique. On est le premier marché unique. Donc il faut aussi qu'on se serve, et c'est aussi mon rôle, de ce marché comme d'un instrument géopolitique dans cette nouvelle, je dirais, dialectique mondiale. On le voit très bien aujourd'hui avec l'énergie, bien sûr, avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Je suis de ceux qui accélèrent, qui poussent beaucoup pour qu'on accélère la sortie complète de la dépendance aux hydrocarbures russes. Certains disent que c'est impossible. Oui, c'est impossible, mais sauf qu'on n'est pas, nous, dans le driving seat, comme on dit, c'est M. Poutine qui est dans le driving seat. C'est lui qui va décider s'il veut couper ou pas le gaz à la Bulgarie, à la Pologne, à la Finlande, au Danemark, comme il vient de le faire. Et qui sera le suivant. Donc il faut qu'on accélère tout ça, vous voyez. C'est pas uniquement, on n'est pas le centre du monde, on est l'un des éléments importants du monde, mais on n'est pas le centre du monde. Mais si on veut jouer notre rôle, il faut précisément d'abord prendre bien conscience de nos forces. Nos forces, c'est d'être unis. Nos forces, c'est d'avoir un marché qui est global. Nos forces, c'est d'avoir une volonté politique commune. Nos forces, c'est d'avoir des valeurs communes, un état de droit, une démocratie continentale. J'en ai parlé à l'instant. Et puis, quand on a cette conscience, chacun saura jouer son rôle pour être un maillon important de la chaîne. Les chefs d'entreprise à leur niveau, et Dieu sait qu'ils jouent un rôle important, les chercheurs, et puis nous et moi ici à la commission. Voilà.